Yo, bienvenue à toi sur le podcast. Ce que je te propose, c'est d'écouter ça en voiture, en allant au travail ou en faisant tes courses. Comme ça, tu perds pas de temps et je te souhaite une excellente écoute. C'est parti. Chapitre 5, le problème des types psychologiques, de la page 95 à 114. Dans ce chapitre, Jung nous dit que deux personnalités sont impliquées dans un échange thérapeutique et elles se basent sur un accord mutuel. On peut essayer de catégoriser par exemple entre une personnalité introvertie ou extravertie, et si les deux ont le même type de personnalité, c'est ok, mais s'il y en a une qui est introvertie et l'autre qui est extravertie, ça peut amener des conflits, voire des problèmes d'interprétation. Par exemple, Freud disait qu'il considérait les introvertis comme maladivement occupés d'eux-mêmes, alors que pour certains autres, c'est une valeur beaucoup plus importante, parce que c'est synonyme d'introspection ou bien de connaissance de soi. Donc il est important de savoir si les personnalités sont soit 1 en harmonie, 2 en conflit, ou 3 complémentaires. Et on se rend compte qu'au final, c'est des critères assez superficiels, parce qu'on peut avoir différents types d'extravertis. Je vais citer la page 99. Alors, j'avais toujours été frappé par le fait qu'il y a un nombre surprenant d'individus qui n'utilisent jamais leur intellect lorsqu'ils peuvent l'éviter, et aussi un grand nombre qui l'utilisent d'une façon étonnamment stupide. Fermez les guillemets. Ensuite, on a une définition de 4 types fonctionnels de la conscience qui permettent de s'orienter par rapport à l'expérience. Donc, c'est 4 moyens d'action. En premier, on a la sensation, donc c'est la perception que ça existe. En deuxième, la pensée, qui nous révèle ce que c'est. En troisième, le sentiment, qui nous permet de savoir si c'est agréable ou non. Et en quatrième, on a l'intuition, pour nous dire d'où ça provient et vers quoi ça tend. Ces 4 types fonctionnels permettent de nous aider à comprendre nos préjugés et ensuite les combattre pour les supprimer afin de pouvoir mieux interpréter les rêves. Et ensuite, on a la notion de projection. Donc c'est pour l'analyste, il va forcément combler des lacunes inévitables de notre conscience en faisant des raccourcis qui rappellent à ce titre-là qu'il est important de saisir le contexte particulier du rêve, parce que chaque rêve est différent selon la personnalité du patient, et qu'on peut pas faire des conclusions généralistes comme on peut trouver sur internet, quoi. Ensuite, on a 2 rêves en exemple à la page 105. Le premier, c'était un malade qui rêvait de voir un vagabond ivre rouler au sol, dans un fossé. Et en fait, il avait eu pitié de voir cette personne-là tomber. Et en fait, ça permettait de contrebalancer l'idée qu'il se faisait de ses mérites. Et également parce qu'il avait un frère alcoolique de dernier degré. Et donc ça a révélé qu'il avait une attitude de supériorité pour compenser intérieurement et extérieurement son frère. Ensuite, le deuxième rêve, c'était une femme qui était fière de son intelligence. Ensuite, le deuxième rêve, c'est une femme fière de son intelligente compréhension de la psychologie, qui rêva à plusieurs reprises d'une autre femme qu'elle connaissait. Dans la réalité, elle ne l'aimait pas, la considérant comme intrigante, futile et menteuse, mais dans ses rêves, la femme lui apparaissait presque comme une sœur amicale et aimable. Ma cliente n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle rêvait d'une façon si flatteuse d'une personne qu'elle n'aimait pas, mais ses rêves essayaient de lui suggérer que les aspects inconscients de son caractère projetaient sur sa personnalité une ombre, ressemblant beaucoup à l'autre femme. Ma cliente, qui avait des idées très arrêtées sur sa personnalité, eut beaucoup de mal à se rendre compte que le rêve se référait à son propre complexe de puissance et à ses motivations cachées, qui lui avaient valu plus d'une fois des querelles désagréables avec ses amis. Elle en avait toujours blâmé les autres et jamais elle-même. Fin de la citation. Freud pensait également que la psyché avait un outil de censure qui permettait de, entre guillemets, protéger le sommeil, alors que Jung, quant à lui, il était en désaccord car les rêves justement troublent le sommeil. On peut prendre l'exemple des cauchemars par exemple. Citation page 107. Il me semble plutôt qu'à l'approche de la conscience, le contenu subliminal de la psyché s'efface, fermez les guillemets. Ce qui fait que à chaque fois qu'on se réveille, on a des images ou des idées qui ont des contours assez flous, et au final, les relations entre elles reposent sur des analogies assez vagues. Une analogie, donc, c'est une ressemblance établie par l'esprit entre deux objets de pensée essentiellement différentes. C'est une sorte d'association d'idées. Par exemple, on peut comparer une usine à une fourmilière. C'est une analogie. Ensuite, la forme des rêves est assez naturelle pour l'inconscient, parce qu'elle dépend des matériaux constituant celui-ci à l'état subliminal, donc tout ce qui est symbole notamment. Le rêve ne peut pas définir clairement une idée, parce qu'une idée, ça provient de la conscience et de la pensée. C'est pour ça qu'on galère autant à interpréter les rêves. Et on a une comparaison à la page 108 entre une plante qui produit des fleurs, et ben la psyché, elle produit des symboles. Donc c'est ça le lien avec le fait que le rêve ne peut pas définir clairement une idée. L'analyste a besoin d'une confession pour chercher la cause d'un trouble psychique, et cette confession, elle peut être progressive,
On a l'exemple page 111 d'un patient qui a pendant 10 ans consulté Jung afin de vraiment comprendre quel était son trouble psychique. Enfin, chaque cas est nouveau et le malade ou l'individu en consultation doit être pris individuellement selon Jung. Et on cite l'exemple page 113 de 2 rêves quasiment identiques mais avec 2 circonstances, 2 personnalités différentes et 2 significations différentes. Je cite page 113. Un exemple me vient à l'esprit, c'est un rêve dans lequel un groupe de jeunes gens à cheval traverse un vaste terrain. Le rêveur est en tête, saute par-dessus un fossé plein d'eau, réussissant tout juste à franchir l'obstacle. Les autres tombent dans l'eau. Le jeune homme, qui me le raconta d'abord, était d'un caractère prudent et introverti. Mais le même rêve me fut rapporté par un vieil homme au caractère audacieux, qui avait mené une vie active et entreprenante. Au moment où il fit ce rêve, il était malade et rendait la tâche difficile à son médecin et à son infirmière. Il s'était fait un mal réel par son agitation constante et son refus d'observer les prescriptions du médecin. Il m'apparut clairement que le rêve disait au jeune homme ce qu'il devrait faire, mais au vieil homme, il révélait ce qu'il était encore en train de faire, alors qu'il encourageait le jeune homme à surmonter ses hésitations. Le vieillard, lui, n'avait pas besoin d'encouragement de cette sorte. L'esprit d'entreprise qui s'agitait encore en lui était son plus grand ennemi. Cet exemple montre comment l'interprétation des rêves et des symboles dépend pour une grande part des circonstances particulières dans lesquelles se trouve placé le rêveur et son état d'esprit.